Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est on oublie vraiment que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature, c'est un être hyper vulnérable, en développement, très progressif. Un enfant, si tu veux, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel avant au moins 7 ans. Bienvenue sur Feméliste. Feméliste. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui osent déranger, bousculer et inspirer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Audugé, porte-parole de l'association SOS Éducation. Elle est spécialiste des politiques éducatives. Ce n'est pas la première fois que nos chemins se croisent, puisque nous partageons un intérêt commun pour des questions délicates et controversées, notamment les dérives du transgenrisme. SOS Éducation s'est opposé à l'introduction de l'idéologie transgenre à l'école à travers une pétition signée par plus de 56 000 personnes. Cette pétition dénonçait une circulaire de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer qui incitait les enseignants à reconnaître le genre choisi des élèves. SOS Éducation a rappelé que cette idéologie n'avait aucun fondement scientifique et qu'elle n'avait rien à faire à l'école. Nous saluons le courage et la détermination de Sophie Audugé qui œuvre sans relâche pour protéger les enfants français de l'emprise idéologique du wokisme. Dans cette même logique de défense de l'éducation, SOS Éducation s'attelle à un autre combat, la critique des contenus proposés dans le cadre de nouveaux programmes d'éducation sexuelle qui vont être imposés dès la maternelle à partir de 2025 dans les écoles françaises. Dans cette interview, nous allons donc vous parler d'un sujet crucial pour tous les parents, donc ouvrez bien vos oreilles. Nous allons parler des idéologies que certains cherchent à imposer à l'école pour formater vos enfants. Sophie Audugé, bonjour. On est ravis de t'accueillir. Pour commencer cette interview, on aimerait savoir un peu plus sur la femme que tu es. Concrètement, qui est Sophie Audugé? Quel est ton parcours? Comment est-ce que personnellement t'en es venue à t'intéresser aux questions d'éducation? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Comment est-ce qu'on devient une femme qui consacre son temps à lutter pour l'éducation des enfants? Déjà, bonjour Marguerite et bonjour Dora. Merci de m'avoir conviée dans votre émission. Alors, j'aime pas trop parler de moi, vous le savez, on en a déjà parlé ensemble. Donc, moi, j'ai eu un parcours assez classique. Je suis une fille des années 70. Voilà, je suis née en 70. J'ai été élevée par ma mère et avec ma sœur. Et j'ai fait tout mon parcours dans l'école publique et dans une petite ville de province. Et puis, j'ai fait des études moyennes. J'ai fait un DUT classique à l'époque, hein. Et puis, j'ai commencé à travailler dans des magasins de meubles. Et là, j'ai découvert le rapport avec les gens. Et j'ai aimé ça. Et j'ai trouvé très agréable de passer du temps avec les gens pour, à la base, leur vendre quelque chose. Et ça m'a intéressée et j'ai été, on va dire, piquée par les relations humaines. Et j'ai découvert des domaines que je ne connaissais pas, qui sont la psychologie, la sociologie. D'un point de vue général, on peut dire les sciences humaines. Et puis, de fil en aiguille, on m'a demandé de diriger un magasin de meubles quand j'étais assez jeune, parce que je crois que j'avais, je ne sais plus, peut-être 22 ans, donc c'était assez jeune. Et puis, je m'en suis occupée d'autres. Et en fait, rapidement, le lieu que j'avais est devenu un centre de formation. On nous envoyait toutes les nouvelles recrues parce que mon patron de l'époque me disait qu'il y avait une ambiance. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était ça. C'était former les gens. Et vu que je n'avais pas de formation pour ça, j'ai repris mes études très peu de temps après la naissance de mon fils. Et j'ai fait une formation de formateur responsable pédagogique au Centre académique de formation continue de Bordeaux. Et après cette formation, j'ai eu envie de développer les compétences des autres. Donc, je me suis passionnée pour l'ingénierie des compétences, pour l'ingénierie des systèmes de formation. Et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre les industries du bois et de monter plein de dispositifs de formation pour des gens qui étaient des exclus de l'école, en fait. Voilà, des gens qui avaient échoué à l'école, qui avaient un a priori très, très négatif parce que ça avait été douloureux, ça avait été difficile. Ils en étaient sortis avec de la souffrance. Et donc, il fallait reconstruire cette confiance, et notamment par le faire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler pour les industries de l'ameublement et pour concevoir des dispositifs de formation continue
pour tous les salariés du secteur de l'ameublement, que ce soit dans les scieries, dans les tonnelleries et dans le secteur de l'ameublement. J'ai fait ça pendant un peu plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai rejoint le syndicat des métiers d'art. Et dans le syndicat des métiers d'art, eh bien, c'était pareil. Il s'agissait de défendre une cause, celle de gens qui, par l'intelligence de la main et l'intelligence de l'esprit, eh bien, arrivent à faire des choses extraordinaires en gagnant pas d'argent et en devant se battre de manière acharnée pour faire reconnaître que ce qu'ils ont fait, même si c'est de la création de la main, c'est avant tout la création de l'esprit, donc c'est des artistes-auteurs. Donc en fait, quand je me retourne un peu sur ma petite carrière, enfin bon, même si j'ai plus l'âge qu'elle soit derrière moi que devant moi, je n'ai pas votre jeunesse, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, tous les postes que j'ai eu la chance de pouvoir occuper, j'ai toujours défendu quelque chose. Que ce soit de défendre le secteur des métiers d'art, c'est-à-dire l'industrie de la main-d'œuvre, à un moment où on était dans une phase de désindustrialisation en France, que ce soit d'essayer de défendre les métiers d'art pour qu'ils puissent briller encore et toujours. Et puis, je vais avoir à peu près 45 ans, et là, je me suis dit, bon, cette expérience de presque 20 ans dans des associations professionnelles, au service de l'ingénierie des compétences, des systèmes de formation, eh bien, j'aimerais bien la mettre au service de l'éducation. Entre-temps, j'avais eu d'abord un garçon et puis ensuite une petite fille. Et donc, je m'étais passionnée pour l'éducation, pour tout ce qui était fonctionnement du cerveau, pour plein d'autres raisons personnelles. Et du coup, je me suis dit, si je devais réorienter ma vie professionnelle, ça serait au service de cette cause-là. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de prendre la direction des écoles du CEREN, qui étaient des écoles pour enfants 10, donc qui ne reçoit que des enfants en situation de handicap cognitif. Et je suis restée à peu près 1 an et demi. Et là, on est venu me chercher, c'était SOS Éducation, qui m'a demandé de venir pour remettre l'association en mouvement. Elle avait connu des périodes difficiles et il souhaitait se recentrer sur les enjeux majeurs, c'est-à-dire améliorer le système éducatif. Alors justement, quelles sont les missions de SOS Éducation? Est-ce que tu peux nous parler de l'association et puis des différents combats qu'elle a menés et puis qu'elle mène aujourd'hui? Alors, SOS Éducation, en fait, c'est une association classique, le 1901, qui a un objet social très simple, c'est de rassembler tous les citoyens qui veulent ensemble améliorer le système éducatif en France. Donc c'est très, très simple et en même temps très large. Mais le champ est en même temps large sur le domaine, mais limité dans le lieu. C'est-à-dire que ça ne concerne que le système éducatif français, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe à l'école, ou en tous les cas, dans ce qui relève de l'instruction et de l'éducation. Tout le reste, c'est hors champ de l'association. Ce qui explique que toutes les actions qu'on a menées, on les mène parce qu'elles ont un enjeu dans le système éducatif français. Le premier combat de l'association, ça a été de s'opposer à la méthode globale d'apprentissage de la lecture, qui était dramatique pour les enfants. Et donc, elle a agi pendant 10 ans pour démontrer, en s'appuyant sur les neurosciences, en s'appuyant sur des professionnels engagés, que la méthode d'apprentissage syllabique, le fameux B.A.B.A., était la plus efficace pour apprendre à lire à plus de 80% des enfants, et que pour les 20% des enfants qui avaient des difficultés, eh bien là, il fallait rechercher des méthodes qui leur correspondaient parce qu'ils avaient des besoins différents. L'autre grand enjeu, ça a été la lutte contre les violences en milieu scolaire. Les violences d'abord sur les enfants, mais également sur les professeurs. L'association a été la première et la seule à créer un observatoire de la souffrance des professeurs, il y a déjà bien longtemps. Et puis ensuite, des enjeux sur les méthodes d'apprentissage, des mathématiques notamment, où on a beaucoup produit sur les méthodes, notamment la méthode de Singapour. Et puis, on a formé des professeurs longtemps dans un atelier. Et puis, ensuite, on a travaillé sur les sujets, un peu plus récemment, quand moi je suis arrivée, eh bien, les sujets qu'on peut appeler aujourd'hui, qui sont liés aux idéologies dans l'école, qui sont liés à l'infiltration du wokisme. Mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. C'est-à-dire que quand on a vu les premières formes d'écriture inclusive être utilisées dans des classes, on ne pensait pas que c'était du wokisme. On pensait que c'était des professeurs de manière individuelle qui faisaient un peu de zèle. Et puis on a vu ce mouvement
immense, gigantesque, puissant, richissime, infiltrer l'école à une vitesse et à une puissance vertigineuse. Tu parles d'un mouvement puissant et richissime en parlant de l'infiltration du wokisme à l'intérieur de l'éducation nationale. Est-ce que tu peux donner des noms d'associations, donner un ordre d'idées quant aux subventions qu'elles reçoivent, quant à leurs moyens? Alors non, moi j'ai pas de chiffres, mais force est de constater que si on regarde l'ensemble des associations qui interviennent dans les écoles, quand vous prenez par exemple la liste des associations agréées par l'Éducation nationale, et si vous associez à ça donc au niveau national, hein, et ensuite vous associez à ça toutes les associations qui sont agréées au niveau départemental, enfin c'est immense, c'est gigantesque en termes de nombre. Et les volumes financiers sont importants. Pour certains plannings familiales, en local, c'est plusieurs millions d'euros. Et puis, c'est des équipes en nombre hyper important. C'est-à-dire que face à ça, en fait, on ne peut pas lutter. Moi, je crois que ce que vous faites ou ce que nous, on fait est essentiel. Et je crois qu'on peut se dire qu'on est très courageuse parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus forts. C'est sûr. Beaucoup plus organisé, quoi. Hein. Ils ont plus de moyens humains, ils ont plus de moyens financiers, ils ont plus d'appui politique. Et donc, quand vous parlez de cette idéologie woke, comment est-ce que vous essayez de la combattre? Comment est-ce que ça s'infiltre à l'école? Par quel biais? Alors, par une multitude de biais. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'en fait... Quand on observe la situation aujourd'hui, on voit évidemment la partie visible et pendant longtemps, on n'a pas vu ce qui était invisible, c'est-à-dire tout un ensemble de systèmes de lois qui ont été faites, dont on n'aurait jamais imaginé qu'elles produiraient ce qu'on observe aujourd'hui. On peut prendre un exemple tout simple, tout bête, à la limite, en 2000, je crois que c'était 2009, la dépathologisation de la dysphorie de genre. Qui aurait pensé une seconde qu'en dépathologisant la dysphorie de genre, on mettrait un bandeau noir sur une impossibilité réelle d'enfant tout petit pour faire croire que c'était une nouvelle norme. C'est-à-dire qu'un enfant qui, entre 2 et 4 ans, de manière tout à fait spontanée, va à la maison montrer qu'il est totalement incapable de se sentir dans le sexe dans lequel il est né. Je veux dire, quand il se rêve dans l'autre sexe, quand spontanément on lui dit « mais toi, dans le groupe des filles, alors que c'est un garçon, dans ton groupe, il va se mettre avec les filles alors que c'est un garçon, parce qu'à un moment, il se dit « ah oui, non, c'est vrai, j'ai un zizi, donc non, c'est vrai, voilà ». Mais ces enfants-là ont toujours existé. Ils sont très peu. Ils sont très très peu, mais ils ont existé. À un moment, faire une loi en disant on dépathologise, ça veut dire qu'on dit on ne te regarde plus, tu n'existes plus, tu ne nous intéresses plus. Ton problème, non, c'est pas grave, non. Non, toi, c'est pas grave. Alors qu'eux, ils ont vraiment besoin de soins. Ils ont besoin de soins depuis tout petit. Ils ont besoin qu'on les aide à comprendre ce qui leur arrive. Ils ont besoin qu'on leur dise ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que dans ton développement, eh bien, entre ce que tu as dans la tête et ce que tu portes dans ton corps, eh bien, ça ne fonctionne pas bien. Mais on peut te garantir que normalement, quand tu vas grandir, ça peut se remettre. Donc, on ne va rien faire et on va t'aider, on va t'accompagner pendant tout petit jusqu'à ce que tu sois un adolescent. Et puis là, tu sais que tu pourras compter sur nous tes parents, sur nous les professionnels de la médecine, etc. Et quand on dépathologise en 2009 ça, eh ben, cet enfant-là, on lui dit, écoute, tu grandis comme tu veux, les parents, vous faites comme vous voulez, c'est pas grave, de toute façon, tout le monde est d'accord. Mais c'est nier la souffrance de cet enfant. Parce que lui, il la ressent, cette souffrance quotidienne, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, ce qui te dérange, c'est que quelque part à l'école, on fasse comme si, les problématiques des minorités, de quelques minorités, soient complètement généralisées, qu'on leur fasse croire que finalement, ça concerne tout le monde. Donc, une fois que la problématique arrive, finalement, ça n'en est plus une. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est que moi, je suis pour la défense totale et du respect
de toutes les personnes et de toutes les différences. Je veux dire, ce n'est pas un sujet. Mais je crois que la manière dont aujourd'hui on endoctrine les enfants à penser que les minorités n'en sont pas, produit exactement l'effet inverse. Ça veut dire que ça ne permet pas à des personnes qui n'ont pas envie d'être identifiées par un de leurs traits de caractère, parce que qu'est-ce qu'être une minorité? Enfin, je veux dire, quand tu es dyslexique, tu es la minorité de quelque chose. Je veux dire, puisque il y a moins de dyslexiques que non dyslexiques, si tu veux. Donc, je veux dire, est-ce qu'on va juxtaposer toutes les minorités? C'est-à-dire tout ce qui est hors de la norme, c'est-à-dire qui fait partie des 20 par rapport aux 80% de la population. Tu as 10% de personnes handicapées, tu as 10% d'enfants qui sont en situation de handicap à l'école, au moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va identifier ces personnes handicapées pour leur dire « Non, je te rassure, il n'y a pas de problème, on t'aime quand même, tu es très bien, tu es super, tu es formidable. » Mais ces personnes-là, elles n'ont qu'une envie, c'est qu'on fiche la paix, qu'elles puissent être comme les autres. C'est ça qui hurlent les enfants. Les enfants, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur dise « Écoute, tu es un handicapé, tu es dans une condition d'handicapé, et nous, en tant qu'handicapés, on va être différents avec toi. » Voilà, on va ajuster notre comportement par ton handicap. Que ce soit un handicap visible, que ce soit un handicap invisible, que ce soit une couleur de peau, que ce soit une origine, que ce soit une couleur de cheveux, que ce soit une taille de corps, que ce soit une orientation sexuelle, que ce soit... Je veux dire, on est tous différents. Et le fait de faire croire qu'il y a des minorités qui seraient plus à défendre que les autres, de faire croire qu'il y ait une hiérarchisation dans les minorités, me paraît l'inverse de ce qu'il faut faire pour créer un sentiment de fraternité, d'amour et de compassion. Pour moi, c'est l'inverse. Et aujourd'hui, pour moi, qui suis de cette génération qui a vécu quand même, quand même des époques où on a agi pour effectivement l'acceptation de la différence, etc., j'ai le sentiment que ce qu'on fait est en train de produire exactement l'effet inverse. Voilà. Et je trouve ça dangereux, très dangereux. Et je pense qu'il faut mesurer les risques qu'on a, même vis-à-vis des enfants, à leur dire cette minorité, elle est plus importante que telle autre. Celle-ci, tu dois être d'accord, celle-ci, par contre, tu n'es pas d'accord. Voilà. Parce que ça va créer de la violence. Inexorablement. C'est obligé. Donc, moi, je trouve ça très dangereux. Et sur les questions qui nous intéressent, notamment sur la question transidentitaire, sur la question de l'orientation sexuelle, etc., il me semble qu'il faut être très vigilant pour justement permettre aux enfants de rester des enfants, leur assurer un espace où effectivement toutes les différences, elles sont acceptées et qu'ils sont respectés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus à part entière, et c'est tout. Et qu'on leur permette de grandir normalement dans un espace apaisé. Il y a un autre sujet qui te préoccupe beaucoup, c'est celui de l'éducation sexuelle à l'école. Un nouveau programme d'éducation sexuelle de la maternelle au lycée a été présenté au mois de décembre 2024 par le gouvernement pour être imposé à partir de septembre 2025 dans les écoles françaises. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et qu'est-ce qui te pose problème là-dedans? Alors en fait, c'est lié. Tout ça est lié, c'est-à-dire que juste après on va dire l'infiltration d'idéologie du genre, on a eu l'infiltration d'une forme de sexualisation précoce dans l'école. Ça veut dire qu'en fait, on est dans une société hyper sexualisée, dont on espérait pouvoir préserver l'école, et on se rend compte aujourd'hui que eh bien, c'est plus du tout le cas. Donc, le fait de parler de la sexualité, ce qu'on a longtemps appelé l'éducation à la sexualité, c'est pas très nouveau en fait. Ça a été enclenché dans les années 70, et il s'agissait, là encore, on est sur les lois de l'IVG, donc il y a des décisions qui sont prises, des lois qui disent il faut informer dans les lycées, les jeunes filles, qu'elles peuvent choisir d'être enceintes ou pas enceintes, donc elles peuvent prendre des moyens de contraception, etc. Donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu effectivement progressiste. Enfin, pour les féministes que vous êtes, c'était un élément important. Donc cette éducation s'est faite, et c'était important qu'elle se fasse. Et elle s'est faite avec tout un ensemble de milieux militants qui ont créé le premier planning familial. Et c'était important que ces filles-là, dans une période où les familles n'étaient peut-être pas encore prêtes
à accompagner leur fille, elles puissent savoir qu'il y avait un lieu où elles pouvaient aller poser des questions, il y avait un lieu qui pouvait les prendre en charge, et il y avait un lieu qui pouvait leur permettre de prendre la pilule, d'avorter, si jamais effectivement elles le souhaitaient et que leur famille n'était pas d'accord. Donc ça, c'est vieux, enfin c'est vieux, c'est pas il y a 1000 ans non plus, mais c'est quand même il y a presque 50 ans maintenant. Et puis après, on a vu évoluer les choses, bien sûr, avec le choc du sida, évidemment. C'est-à-dire qu'on a dit, alors, la contraception, mais la protection. Préservatif, tout le temps, etc. Et là, il s'est passé quelque chose et donc là, l'éducation à la sexualité se faisait dans le cadre scolaire, parce que ce qui est important, c'est pour ça que je disais, nous, dans ce qu'on a fait, on s'intéresse qu'à l'école. C'est important de le dire parce qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas à l'extérieur, mais ce n'est pas notre sujet. Vous voyez, moi, les parents, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Enfin, non, ils ne font pas ce qu'ils veulent, évidemment. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les parents qui veulent échanger, faire l'éducation à la sexualité de leur enfant, ils sont libres de savoir ce qu'ils ont à dire à leur enfant en fonction de l'âge de leur enfant, parce qu'ils connaissent leur enfant. En dehors des cas, évidemment, d'inceste, de pédophilie, de pédocriminalité, etc., qui sont des délits et des crimes, mais au-delà de ça, si vous voulez, moi, je n'ai pas à juger le parent qui va vouloir dire à sa petite fille, parce que bon, c'est beaucoup le cas en ce moment, dire dès qu'elle est toute petite, bah, c'est pas ta zézette, c'est une vulve, enfin, parler des... Si la maman, elle le sent comme ça, enfin, je veux dire, moi, je m'en fiche, c'est son enfant, elle doit savoir ce qu'elle fait pour son enfant. Nous, on restreint la chose dans le cadre de l'école. L'école, c'est quand même un cadre particulier. On n'est pas à la maison, on n'est pas dans la rue, on est dans un sanctuaire qui est celui de l'instruction, avec un principe et une promesse qui est faite à la fois aux parents mais également aux enfants. C'est tu rentres ici dans un lieu où tu es en sécurité et on t'apprend des savoirs qui sont des faits. Et c'est appris par qui? Par des professeurs qui ont été formés pour ça. Et le savoir qui t'enseigne, c'est un savoir qui est académique. Et ça, c'est une garantie pour toi. Quelque part, quand tu es sur ce rapport moral-là, ça veut dire que l'enfant qui rentre, il se dit « ce que l'adulte me dit, c'est vrai, donc je peux le croire sur parole ». Et d'ailleurs, le développement de l'enfant nous montre qu'avant 12 ans, un enfant placé dans cette situation, avec un adulte ayant autorité sur lui, l'enfant va le croire sur parole. Ce qui nous oblige, nous, en tant qu'adultes de l'éducation, c'est une très grosse responsabilité que d'aller dans une classe et dire quelque chose à un enfant, parce qu'il va vous croire. Donc, si vous voulez, quand on rentre dans cette approche-là, qu'on se dit, OK, ça se passe dans l'école. Quand on était en 4e, 3e, qu'on allait dire aux ados, écoutez, voilà, quand vous allez rentrer dans vos premières relations sexuelles, faites attention, respectez votre compagne ou votre partenaire, pas de violence, évidemment, protégez-vous, etc. Il n'y a pas de problème. C'est nécessaire de le faire, évidemment, parce que, eh bien, effectivement, il y a des familles qui ne le disent pas. Donc, c'est important qu'à ce moment-là, l'école puisse dire il existe des moyens de contraception et pour se protéger, il faut utiliser le préservatif. Mais il y a une dérive à ça. C'est-à-dire que pendant cette période-là, dans les années, on va dire 90, on est passé dans un discours qui était totalement liberticide. C'est-à-dire que vous faites n'importe quoi, mais on vous en supplie, mettez le préservatif, parce qu'il y a le sida. C'était ça. Et on a oublié la relation. Et on a oublié de sensibiliser à ce que c'était qu'une relation d'amour ou une relation sexuelle, ce que ça pouvait être l'emprise, enfin, toutes ces connaissances qu'on a de la relation à l'autre et qu'on a anéanties. Ce n'était pas un sujet. Voilà, c'est pas un sujet. Tant que tu mets un préservatif, fais ce que tu veux. Voilà. Après est arrivée une autre période, qui est la période qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'une hypersexualisation, du sexe partout, du porno partout, du porno dans des affiches publicitaires. Je veux dire, on voit évidemment des sites porno accessibles à n'importe quel âge alors qu'ils sont interdits au moins de 18 ans, etc. Et on a vu également des lois changer. C'est-à-dire qu'en 2001, on a eu des gens qui ne sont pas n'importe qui quand même, hein, c'est Jacques Lang et Bernard Kouchner. C'est pas n'importe qui dans l'histoire quand même. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas n'importe qui dans l'histoire? Parce que c'est des signataires de la pétition pour soutenir Matzneff, il faut être clair. Matzneff qui est connu pour être un écrivain pédophile. Un écrivain pédophile qui donc a donc décrit ses relations avec des jeunes filles,
très jeunes. Hein, Des jeunes garçons, il me semble. 12-13 ans, voilà, des jeunes garçons, des jeunes filles. À une époque où on trouvait ça super. Il faut revoir Apostrophe de 1990, hein, avec Madame Bombardier, qui est... La seule à s'opposer à ce moment-là. Et qui a un visage magnifique. Et qui va les regarder tous les deux, Maznef et le présentateur Bernard Pivot. Voilà. Et elle les regarde et elle va leur dire, mais qu'est-ce qu'elle fera, cet enfant, quand elle sera une adulte? Elle s'est fait sodomiser à 13 ans. Sa vie est foutue. Elle était courageuse, hein, pour l'époque. Ouais. On est en 90. Et donc, à ce moment-là, Bernard Pivot, après, dira c'était une erreur. C'était une erreur. À cette époque, on considérait que la littérature était au-dessus des mœurs. Mais ce n'est pas une question de mœurs. Et il a encore, c'est pas une question de mœurs. Enfin, je veux dire, c'est quoi le gros dégueulasse qui va faire des saloperies pareilles avec une enfant? Enfin, je veux dire, c'est un monstre, c'est un criminel. Point. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas une question de mœurs ou de littérature. Enfin, je vois pas. Vous voyez? Et ça va infiltrer. Ça va infiltrer. Ça va infiltrer. Et donc en 2001, éducation à la sexualité pour tous les niveaux de classe à partir du CP. Voilà. Mais il n'y aura jamais de programme. Donc on est quand même en 2001. Et on se retrouve aujourd'hui en 2023 ou 24, je ne sais plus, je crois que c'est 23 ou 24, où 3 associations, Planning Familial, SIDAction et SOS Homophobie, attaquent... Les meilleurs. Attaque Pape Ndiaye. Bon, c'était sans doute concerté, mais en tous les cas, pour les médias, menace l'État de les attaquer pour non-réalisation des 3 séances d'éducation à la sexualité. C'est quand même étonnant que ce soit des associations militantes, transaffirmatives, qui se soucient de l'éducation à la sexualité des enfants dans l'intérêt des enfants. Bah, ça interroge quand même. Bon. Oui, c'est curieux. Et ça va donner la saisine de Pape Ndiaye au Conseil supérieur des programmes, tapant du poing sur la table. Alors, écoutez, maintenant, il nous faut des programmes. Parce qu'il est vrai que depuis 20 ans, il y avait un véhicule, ce qu'on appelle un véhicule législatif, c'est-à-dire une obligation de faire ces 3 séances, mais il n'y avait pas de programme. Donc, chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Moi, ça, j'ai eu beaucoup d'échos de tout ça, parce que j'avais un compte sur la sexualité féminine qui s'appelait Tajoui, qui était très populaire sur Instagram. Et bon, je jouais parfois ce rôle d'éducatrice sexuelle à travers les milliers de questions de femmes et parfois de jeunes femmes qui venaient à moi me poser des questions. Et je leur ai souvent parlé justement de ce programme d'éducation sexuelle à l'école en disant « mais pourquoi tu me poses ces questions? N'y a-t-il pas un programme à l'école, etc. » Et c'est vrai que j'ai reçu des réponses très intéressantes et très différentes. Alors une fois, il y en a une qui m'a dit que c'était le curé d'à côté. Une fois, qui était venu du coup faire un discours très traditionnel en recommandant aux femmes de rester vierges. Une fois, on m'a dit que c'était l'infirmière d'à côté qui avait un avis assez favorable au fait d'être lesbienne, étant elle-même lesbienne. On m'a dit une autre fois que c'était le planning familial qui commençait à insérer ces notions de transidentité dans les cours. Donc effectivement, c'était un peu à qui veut bien faire le cours, quoi, d'après ce que je comprends. C'était très mal organisé. Alors, Jean-Michel Blanquer poussait, là encore, parce que tout ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. C'est-à-dire que les cours, finalement, les programmes, c'est poussé par un militantisme associatif qui est également organisé par des agences d'État. C'est-à-dire que c'est quand même la haute autorité à l'égalité homme-femme qui va pousser Jean-Michel Blanquer, en même temps qu'elle va le pousser à faire la fameuse circulaire pour la transidentité à l'école, elle va le pousser à faire une circulaire pour l'éducation à la vie affective et sexuelle. C'est la fameuse circulaire de 2018 qui annulera celle de 2003. Parce que s'il n'y avait pas de programme, il y avait quand même une circulaire. La circulaire, c'est le cadre pour la mise en œuvre dans les écoles. Et
jusqu'à 2018, il était convenu qu'au moins en primaire, eh bien, c'était l'enseignant qui s'en chargeait, dans une priorité pour la prévention, évidemment toujours la prévention des violences sexuelles et notamment de l'inceste. Et après, par contre, au collège, on montait progressivement en fonction de l'âge des enfants. On commençait la reproduction humaine à partir de la 5e, et puis on pouvait commencer à évoquer les premiers éléments de sexualité en 4e, 3e, puis alors là au lycée, etc. Puisqu'il faut quand même le dire, les premiers rapports, ça ne bouge pas beaucoup, c'est toujours autour de 17 ans pour les filles et les garçons. Ça n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc, ça bouge de quelques mois, mais enfin, on reste quand même sur un âge qui est quand même de fin de lycée. Voilà. Oui. Donc, globalement, on voit bien la poussée des associations militantes pour instiller tout un arsenal législatif, que ce soit par la loi en 2001, que ce soit par cette circulaire en 2018, puis maintenant avec des programmes. Et on voit bien que ce qui s'infiltre là-dedans, c'est à chaque fois, on va de plus en plus jeune et de plus en plus vers le sexuel. Alors justement, c'est quoi le problème qu'il y a dans ce programme ? Pourquoi ça ne vous convient pas ? Pourquoi vous le critiquez ? Le problème du programme, c'est que d'abord, il y a un défaut sémantique. On n'éduque pas à la sexualité. La sexualité relève de l'intime, et donc on ne peut pas éduquer à la sexualité. Ça sous-entendrait d'abord qu'il y aurait une forme de sexualité, et puis ça sous-entendrait aussi que celui qui va intervenir, mais comment il peut mettre la propre personne qu'il est à distance de ça. Enfin, je veux dire, ça crée quand même des conditions particulière, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre scolaire, hein, toujours, cadre scolaire, donc à l'école, un adulte ayant autorité sur des enfants qui leur parle collectivement de sexualité. Globalement, c'est un environnement incestuel, en termes de définition pure et simple. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'un adulte ne parle pas impunément de sexualité à un enfant. Jamais. D'accord ? Et certainement pas un adulte qui a autorité sur lui, certainement pas dans une salle de classe, collectivement avec d'autres enfants, dont tous les enfants n'ont pas d'autre choix que d'être là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas consentir. Ils ne peuvent pas dire « non, moi, ça ne me convient pas, je veux sortir ». Ils n'ont pas le droit. Parce que le problème, effectivement, c'est que dans une classe, même disons, de collège, les enfants n'ont pas tous la même maturité. Absolument. Donc j'imagine qu'un enfant peut poser une question qui peut sembler hyper osée et trash pour un autre enfant qui est encore complètement enfantin. Absolument. Et qui n'a pas encore, en fait, qui est à un stade de développement où il se passerait très bien de tout ça. Et moi, je me rappelle qu'enfant, j'ai voulu rester très tardivement dans l'enfance. Je me rappelle que vers 12-13 ans, je voulais rester une petite fille et que justement ces questions sexuelles qui commençaient à se poser un peu à l'école, mais pas par les profs, hein, juste par l'entourage, j'avais naturellement tendance à faire « Ah non !» à me boucher les oreilles. Je n'y étais pas. J'y suis arrivée à 14, 15 ans, mais avant ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me rappelle aussi que ma mère m'a offert un livre sur la sexualité pour m'expliquer comment on faisait des enfants peut-être relativement jeunes, 9 ans, 10 ans. Ça m'a dégoûtée. J'ai lancé le livre le plus loin possible, je l'ai caché, je n'y étais pas. Voilà, je n'y étais pas et du coup je me demande s'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. Alors tu as absolument raison. En fait, c'est-à-dire que le problème est pris totalement à l'envers. Et pour une bonne raison, on y reviendra. Et c'est le travail que nous on a fait, c'est-à-dire qu'en fait il faut sortir comme tu le disais très bien, c'est-à-dire du curé et du militant trans. Tu vois, tu sors de ça et tu te dis pourquoi on le fait ? Pourquoi on fait ça ? Alors, tu as plusieurs raisons. La première bonne raison, c'est qu'il y a à peu près 2 enfants par classe qui sont abusés, victimes d'inceste. Okay. Ça, on le sait. Alors, tu as des gens qui vont te dire oui, mais d'où viennent ces gens ? Ces gens-là, on considère qu'ils ne nous intéressent pas. Je veux dire, même s'il y en a moins, c'est pas grave. Mais par contre, si dans une classe, il y en a 2, et si c'est une classe sur 10, on s'en fout, il faut s'occuper de ces 2-là. Donc, là, c'est le sujet. Est-ce qu'on peut éviter l'inceste par des actions de prévention ? Non. Pourquoi ? Parce que l'inceste se fait sans violence, par emprise, dans une relation d'attachement. D'accord ? Donc, l'enfant ne sait pas qu'il est victime de quelque chose qui est interdit. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est créer les conditions
qu'il révèle pour qu'on le protège. On ne pourra pas empêcher, je crois qu'il faut être clair, je le dis dès que l'occasion m'en a donné, on n'empêchera pas papy d'aller faire des saloperies avec sa petite fille en expliquant à la petite fille que c'est des saloperies. C'est pas comme ça que ça va marcher. Par contre, avec des séquences, des modules, pour expliquer que c'est un interdit, que c'est grave, qu'il faut le dire, qu'il y a des gens qui sont là pour accueillir la parole et pour montrer la personne qui est là tout de suite maintenant pour accueillir cette parole. Et c'est pas ce que propose ce programme? Non. Ah. Non. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je vais t'expliquer. Ouais. Je vais t'expliquer tout ça. Donc ça, effectivement, c'est efficace. Okay, ça veut dire que avant 6 ans, on ne peut rien faire. Pour une raison très simple, c'est la clinique de l'enfant. Tu es avec des enfants qui ont 3 à 6 ans. C'est très petit. Ils ont une incapacité cognitive à appréhender des données aussi conceptuelles. Donc la solution, ce n'est pas les enfants, c'est les adultes. Donc il faut former tous les adultes du système éducatif, et notamment dans les petites classes. Il faut les former aux signaux faibles et il faut les former à identifier des enfants. Quels sont les signaux faibles? Alors des signaux faibles, tu en as plusieurs. Ça peut être un enfant qui va être soit très tactile, soit pas du tout. Ça va être un enfant qui peut avoir des gestes déplacés sans savoir qu'ils sont déplacés. Ça peut être un enfant qui va avoir des attitudes, comment dire, par exemple, d'extrême propreté. Enfin, après, il y a tout un corpus de personnes aujourd'hui très qualifiées qui peuvent construire des contenus très pointus pour former les équipes pédagogiques. Mais il faut le faire. Voilà, c'est pas fait. C'est une des recommandations de la Civis, c'est une des premières, que toutes les personnes en contact avec des enfants soient formées à l'identification des signaux faibles, qu'il y ait des espaces dans chaque lieu qui accueille des enfants, et notamment dans les écoles, des espaces pour accueillir la parole de l'enfant, c'est-à-dire un lieu, une infirmerie. Est-ce qu'il y en a dans toutes les écoles? Non. Est-ce qu'elles sont aménagées pour accueillir la parole d'un enfant de 3 ans, de 6 ans? Non. Est-ce que les personnels sont formés pour recevoir cette parole? Non. Est-ce qu'ils savent quand ils doivent appeler la protection de l'enfance, faire un signalement, etc. Est-ce qu'ils savent tout ça? Ça va mieux. Ça va mieux. Mais c'est pas partout. Mais tu crois pas quand même qu'il y a certains enfants victimes d'inceste qui ne montrent aucun signe faible parce qu'ils masquent? Bien sûr, mais là, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu veux, à un moment, il y a plus... Enfin, le problème, c'est que l'école ne peut pas tout. Il faut accepter l'idée que l'école ne peut pas tout. Et d'ailleurs, dans le travail de la Civise, tu as 82 recommandations, tu en as 80 avant l'école. Hein. La première chose qu'il faut faire, si on veut vraiment faire un plan de lutte contre l'inceste et protéger les enfants, ce qu'on ne fait pas du tout en France, en dehors de ces questions-là, d'un point de vue général. Je veux dire, l'Académie de médecine a sorti un rapport récemment sur les enfants qui sont battus. C'est à pleurer, enfin, je veux dire, c'est affreux. On ne protège pas les enfants en France. Ça, il faut vraiment être très clair. La première chose, c'est de condamner 100% des criminels. 1% sur les situations d'inceste. 3% sur les situations d'abus sexuels. Donc, le pédocriminel, en France, il risque pas grand-chose. Hein. Faut être clair quand même. Enfin, les chiffres sont là. L'enfant qui va révéler, dans 70% des cas, l'organisation de sa famille ne va pas changer. Il va retourner au même endroit. Il va revivre avec son agresseur. Et puis on va l'accueillir où? Il n'y a pas de lieu. Pas dans les hôpitaux. Donc là, l'école, ce qu'elle peut faire, travailler sur la reconnaissance des signaux faibles, former toutes ces équipes, avoir des gens sur place compétents pour accueillir la parole, avoir des lieux pour accueillir la parole, recevoir régulièrement les enfants qu'on voit un peu tristes, etc., pour faire de petites investigations, etc., enfin, s'occuper des enfants, voilà, de 3 à 6 ans. À partir de 6 ans, on peut mettre en place un protocole de prévention. Donc c'est le fameux « mon corps est à moi »,« mon corps est un trésor »,« personne n'a le droit de le toucher »,« on accompagne des gestes », enfin des choses, voilà. Avant ça, l'enfant ne peut pas le comprendre? Il peut se tromper. C'est plus compliqué. D'accord. C'est ce que analysent les pédopsychiatres spécialistes de ces questions-là. Parce que naturellement, moi, si j'étais mère, j'aurais tendance à dire
à ma petite de 3 ou 4 ans à essayer de commencer à lui mettre dans la tête que personne n'a le droit de te toucher. Enfin, Ah oui, mais ça, naturellement, je dirais des mais trucs ça, comme bien ça. sûr. Ah, mais ça, non, mais attends, je redis, Ouais. moi c'est toujours très compliqué parce que, du coup, enfin, moi, je suis à l'école. Oui. Un parent, bien sûr, dès tout petit. Mais un parent doit aussi faire attention de ne pas laisser son enfant tout petit Oui, traîner trop n'importe tôt. où. Oui. Même pas traîner n'importe où, trop tôt. Si le travail que nous produisons sur Femélis vous plaît, nous vous invitons à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour faire connaître notre travail, vraiment, nous comptons sur vous. Vous pouvez aussi nous faire un don, toutes les infos sont sous la vidéo. Merci. Il y a la question donc des violences incestuelles, incestueuses et donc pédocriminelles en règle générale pour les enfants, les adolescents. Et il y a aussi la question que tu évoquais précédemment où tu disais que quand un adulte dans une salle de classe parle de sexualité à un enfant, et moi je comprends bien ce que tu veux dire là-dedans, c'est-à-dire que par sexualité on va parler quoi de pratiques sexuelles, enfin de quelque chose d'intime, de quelque chose vraiment qui relève de l'intime. Tu qualifies ça de situation incestuelle. Moi, je dirais pas incestuelle parce que précisément le professeur n'est pas une personne de la famille, mais en tous les cas, dans une situation dans laquelle il y a une ambiance un peu pédo, quoi. T'estimes qu'en termes de traumatique, en fait, en termes de, je sais pas comment dire, d'effraction psychique peut-être, qu'est-ce que ça crée pour les enfants, les adolescents qui sont exposés à ces séances-là? Alors, en fait, moi, je distingue, je pense qu'il faut être très clair, je distingue, enfin, je sais pas moi d'ailleurs, c'est tout le travail qu'on a fait avec des pédopsychiatres, avec des cliniciens, des psychanalystes, enfin, des cliniciens du psychisme. On distingue vraiment l'avant-puberté, post-puberté. Là, vraiment, on fait une scission importante. Pour une raison simple, c'est qu'avant la puberté, les enfants ne sont pas sexualisés. Voilà. Donc, ils ont un sexe, mais ils n'ont pas de sexualité fonctionnelle. D'accord ? La prévention sert évidemment à révéler, c'est ce qu'on vient de se dire. Par contre, ça peut se faire sans du tout évoquer un registre sexuel, c'est-à-dire sans des mots de sexe, sans parler de pratiques sexuelles. Il n'y a pas besoin de ça pour révéler. Quand par contre, comme tu le dis, on va utiliser cet objectif, qui est un objectif de prévenir, d'expliquer à l'enfant jusqu'à 12 ans, c'est un interdit, il n'y a pas de discussion, tu n'as pas à consentir, c'est interdit, un adulte n'a pas à toucher, c'est une frontière infranchissable. Quand on explique ça à un enfant avec des séquences très bien calibrées par des pédopsychiatres, tu n'as pas besoin d'utiliser le sexuel. Quand par contre, dans des interventions, dans des séances, on va dire aux parents, voilà l'objectif, c'est la prévention des violences sexuelles sur les enfants. Et qu'on va en profiter pour dire à des enfants qui n'ont rien demandé, pénis, vulve, éjaculation, érection, sexe dans les fesses, masturbation, etc. Là, on fait effraction dans le psychisme de l'enfant. Qu'est-ce qu'une effraction psychique? C'est ce qu'explique Maurice Berger, la définition qu'il donne, c'est quand tu es obligé de penser à quelque chose auquel tu n'as jamais pensé avant ou tu n'y as pas pensé de cette manière-là. L'exemple de Dora, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que Dora, elle est à la maison et sa maman lui amène un livre à 9-10 ans. Ça, quelque part, ça lui a provoqué une petite effraction psychique. Pas grave, une petite. Elle le jette. Ouais. Voilà. Donc là, elle dit, c'est pas pour moi, je veux pas. Et sa mère ne lui a pas dit, si, tu regardes. D'accord ? Et elle n'était pas avec d'autres gens. Avec des copines qui ont dit, je veux regarder. Ou elle m'a dit, tu regarderas voilà. Le jour où tu as envie de regarder. Voilà. Et donc après, voilà. C'est très bien fait d'ailleurs, au passage. Voilà. Mais ça n'empêche que du coup, Dora, elle savait qu'il y avait ce sujet, que tous les enfants savent, mais qu'elle n'était pas prête. Et elle savait qu'elle avait le droit d'être prête quand elle voulait. Et elle a choisi le moment. Mais c'est un peu comme quand tu es enfant et que quelque part, tu commences à avoir des doutes sur le fait que le Père Noël, c'est pas vrai, mais c'est pas le moment. Tu sais que c'est pas le moment de la révélation totale. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans comment on fait les bébés. Tu as absolument raison. Il y a un moment, la question arrive, assez tôt finalement. Entre 3 et 7 ans. Voilà, et puis
tu te fais des hypothèses, enfant. Tu te fais, alors ça pourrait être ça, mais ça pourrait être ça. C'est marrant, c'est une période sympa même. T'en discutes avec des copains, et puis on te lit des livres où y a un livre qui dit que c'est la cigogne, l'autre livre qui te dit que je sais pas trop quoi. Et puis un jour, voilà, il y en a un qui dit, non, c'est le zizi, et puis c'est la zézette de maman, tu tombes des nues. Mais le truc se fait doucement, progressivement, et puis à un moment, tu acceptes l'idée, et c'est ce moment-là où finalement, je suis partie retrouver le livre que ma mère m'a acheté. Et j'ai commencé à regarder le livre, à me dire, ah, d'accord, donc ce petit truc que j'avais entendu là d'un gamin de l'école qui me parlait du zizi, machin chose, peut-être qu'il faut que je vérifie si c'est vrai. Mais c'était pas frontal, et je pense qu'on n'a pas envie que ce soit frontal comme ça quand on est enfant. Alors, t'expliques très bien ce qu'on appelle la vision fantasmatique de l'enfant de 3 à 7 ans. Donc cette vision-là, c'est effectivement une forme de créativité puissante qui porte sur tous les sujets, et en premier des sujets, c'est-à-dire l'énigme de la vie. Comment je suis née au monde, mais qu'est-ce qu'ils font papa et maman tout seuls? Parce que souvent, quand tu es un enfant, 3, 4 ans, 5 ans, des fois, tu t'amuses mieux quand tu es une petite fille avec une petite fille. Et tu te dis, mais c'est bizarre qu'en fait, c'est une fille et un garçon, et en fait, ils sont ensemble, et ils sont bien, et puis, mais je sais pas où sont leurs jeux. Enfin, tu vois, donc voilà, l'enfant, il va se faire tout un ensemble de théories, mais pendant qu'il fait ça, il développe sa créativité. Une créativité globale, générale, qui ne portera pas d'ailleurs que sur la sexualité, mais qui va aussi fonder tous ces fantasmes sexuels d'adultes. C'est-à-dire que si tu viens entraver ça, tu entraves la capacité créative de l'enfant. Et puis du futur adulte aussi, parce que ça te permet de théoriser. Exactement. Et donc c'est très grave. Donc là, il y a une première entrave. Et l'autre entrave, c'est que quand tu lui imposes un réel sexuel, tu l'obliges à recevoir une image ou une pensée que lui n'est pas prêt à recevoir. Donc il y a 2 solutions. Soit effectivement, il va la rejeter, soit évidemment, il va l'accepter, il va devoir vivre avec. Et dans les 2 cas, va y avoir des conséquences sur l'enfant. En tous les cas, tu vas avoir entravé sa capacité créative, sa capacité à rêver en fait dans cette vie fantasmatique de cette période de son âge. Et ce qui est très important à avoir en tête aussi, c'est que quand tu entraves ça, c'est au bénéfice de rien. C'est au bénéfice de rien. Parce que l'enfant, quand il est à ce moment-là de sa période de vie, il est à la fois cognitivement et psychiquement à ce niveau-là de la maturité. C'est-à-dire que tu l'expliques très bien, Dora, c'est-à-dire que tu as des copains ou des copines qui disent des trucs, ils peuvent te dire la pire des horreurs ou la pire des vérités. Si toi, tu as décidé que c'était pas ça, eh ben, c'est pas grave. Et puis c'est un enfant qui te le dit, il n'y a pas d'autorité. Voilà. Et j'irai même plus loin. Moi, je me rappelle que je me rappelle très bien avoir ouvert ce livre, et c'était des images très 70, assez crues. C'est-à-dire, on avait un mec à poil, une meuf à poil, l'un sur l'autre, ils faisaient leur truc. Bon, j'ai regardé ça, et je me rappelle avoir une montée d'excitation sexuelle enfant, enfin à cet âge-là, 9-10 ans, et d'avoir été, mais complètement interloquée par il se passe quoi là, et j'ai pas aimé. C'est-à-dire j'ai senti qu'il se passait une sorte de petit déclencheur de quelque chose dans mon corps, et du coup je me dis mais merde, s'il se passe ce déclencheur peut-être plus jeune, si on déclenche ça à un enfant de 6 ans. Et c'est pour ça que j'ai jeté le livre en fait. J'ai jeté le livre à l'autre bout de la pièce, parce que là j'étais là genre wow, il s'est passé quelque chose, et c'est pas tout à fait ce que je veux. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un vrai sujet en fait. Alors après, bon, moi je me fais que la porte-parole des spécialistes du psychisme avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es enfant, entre ces âges-là, tu as des pulsions qui ne sont pas des pulsions sexuelles, parce qu'en fait, la pulsion sexuelle reste quand même liée à une capacité cognitive et psychique assez élaborée qui sous-entend quand même un désir érotique, que tu n'es pas apte à avoir à ces âges-là. Par contre, ce que tu as, c'est ce que Freud appelait les premières floraisons, c'est l'excitation du savoir. C'est-à-dire que tu as des pulsions de savoir qui peuvent prendre des formes très invasives, ce que tu as ressenti à ce moment-là. Ensuite, à 7-12 ans, ces pulsions vont être orientées vers les connaissances. C'est-à-dire que tu vas devoir te nourrir de connaissances. Il faut que tu apprennes. C'est comme ça. L'enfant en a besoin.
Et quand tu es plus petit, si tu es soumis à des excitations que toi, tu considères comme sexuelles et qui sont d'un registre sexuel, de fait, parce que tu vois des images sexuelles, en fait, tu vas arriver à une impasse, parce que de toute manière, tu ne peux pas le ressentir. Et ça t'arrive à un moment où, dans ton développement cognitif, tout ton mode d'apprentissage, il est par l'expérimentation. Alors, Tu moi, n'apprends que comme ça. je me pose la question quand même parce que la masturbation enfantine existe, enfin, ou le frottement enfantin, enfin, on appelle ça Oui, comme on veut, j'ai oui. peut-être pas les bons mots, mais c'est quand même un phénomène qui existe. Donc, est-ce qu'on peut... Alors, je sais que tu ne veux pas utiliser le terme sexualité infantile, etc., que tu utilises d'autres termes pour en parler, mais moi, là-dessus, j'ai un doute, honnêtement, sur le fait que, ben oui, l'enfant peut, je veux dire, ressentir des sensations physiques, en fait, bel et bien réelles, mais qui ne sont pas effectivement associées à des fantasmes comme un adulte. C'est juste une réaction physiologique que je... Oui, et on est d'accord. C'est pour ça qu'on parle de sensorialité. C'est-à-dire qu'on explique très clairement qu'avant la puberté, l'enfant est sensoriel, mais pas sexuel. Parce que la sexualité est une capacité élaborée, qui sous-entend effectivement la projection d'un désir érotique. Et c'est bien pour ça que les pédocriminels sont des criminels, parce qu'eux, ils projettent sur l'enfant un regard sexuel et érotique que l'enfant est incapable de comprendre, puisque lui, il n'est que sensoriel, si tu veux. Donc, bien sûr, si par exemple, voilà, ça te gratte quand tu es petite, bah, tu te grattes, ça te fait du bien, ça va te faire. Tu vois, si on te guilie, voilà, quand on te guiliche, ça te fait du bien. Tu as des sensations, tu as cette sensorialité et tu es en plus en plein éveil sensoriel. Et puis, tu es dans une période, tu passes la période avant où, de 0 à 3 ans, en fait, tu passes ton temps à tout tester, c'est-à-dire que les petites filles entre 0 et 3 ans, enfin un peu avant 3 ans quand même, mais tu vois, les pédiatres te disent que régulièrement, ils vont avoir une petite fille qui vont retrouver une petite perle dans le vagin parce que elles ont vu qu'il y avait un petit trou, donc elles ont trouvé que la perle était jolie, elles se sont dit, bon, on va la mettre là, et puis voilà, tu vois. Donc, c'est des choses que les pédiatres sont habitués à avoir à traiter. Parce que, si tu veux, l'enfant, lui, il se découvre. Enfin, je veux dire, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on oublie vraiment que l'enfant, c'est pas un adulte en miniature. C'est un être hyper vulnérable, en développement, très progressif. Un enfant, si tu veux, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel avant au moins 7 ans. Au moins 7 ans. Un enfant ne peut pas percevoir ton état mental avant 13 ans. C'est hyper tard. C'est-à-dire quand on va dire il faut leur faire appréhender la notion de consentement, qui est un principe très abstrait. L'abstraction, c'est à partir de 16 ans. Alors bien sûr que tu peux en parler avant, bien sûr. Bien sûr que tu peux dire attention, regarde, là, essaye de comprendre les émotions. Aux petits, on peut leur apprendre tout l'apprentissage des émotions, des relations, etc. Bien sûr, mais ne demande pas à un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans de comprendre l'état émotionnel d'une autre personne. Il en est cognitivement incapable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la qualité d'enfant, le développement pas à pas, très spécifique, à la fois du cognitif, à la fois de l'affectif, à la fois du psychique, qu'on connaît très bien, qui est très documenté par les cliniciens, ce développement-là, qui doit s'imposer à tous et qui doit obliger les adultes qui vont aller sur le terrain de l'intime et du registre de la sexualité dans le cadre scolaire, est totalement nié dans les programmes aujourd'hui. Totalement nié. Je veux dire à des enfants, par exemple, ou montrer des sexes d'adultes à des enfants, c'est d'une violence inouïe. Des enfants de quel âge ? Même à 7 ans, à 8 ans. Si tu vois, par exemple, un sexe d'une femme, si tu veux dessiner, la petite fille, si tu veux, c'est pas pareil, hein, tu vois. Et si tu lui dis, le sexe du garçon, il est comme ça, elle va peut-être trouver ça très, très grand. Et si on lui dit qu'elle va être pénétrée par ça et que c'est comme ça qu'on fait les enfants, si tu veux, tu vois, les enfants à cet âge n'ont pas de capacité d'abstraction. Ils ne peuvent pas se dire, ah d'accord, c'est comment je serai quand je serai plus grand,
Et quand moi je serai plus grand, eh bien les garçons seront plus grands. Et moi j'aurai des sentiments que je connais pas là, mais je serai quand même de le comprendre parce que les intervenants ils voudraient que je comprenne. C'est impossible. C'est juste pas possible. Et en faisant ça, on oblige les enfants à devancer leur propre rythme de développement. Et à ce moment-là, on les entrave. Et on leur vole quelque chose qui est primordial. Et ça, pour le coup, ça me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on leur vole leur enfance. Je veux dire, le droit d'être juste un enfant. Tu vois ? Oui, mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité aussi qui est que l'âge moyen de première exposition au porno, je crois que c'est combien ? C'est 9 ans, hein, c'est ça ? Donc finalement, on leur vole déjà leur enfance, enfin voilà, je veux dire, en dehors de l'école. Est-ce que, alors je dis pas, peut-être que pour les enfants qui n'ont pas été exposés à la pornographie, du coup, c'est peut-être mieux de les préserver effectivement de ces discussions-là. Mais pour ceux qui ont été exposés, c'est peut-être quand même le rôle de l'école d'en discuter avec eux parce que ça laisse aussi quand même des marques. Faut les prendre en charge, ces enfants. Alors, vraiment, c'est... Je suis désolée, mais ça, c'est vraiment un sujet qui... Enfin, tout le sujet de l'éducation à la sexualité cristallise un dysfonctionnement majeur de la société. Oui. Tu vois bien que là, et c'est pas toi, évidemment, parce que je sais qu'on est en phase, mais tu vois bien que là, on va faire porter aux enfants les conséquences de l'irresponsabilité des adultes. D'accord ? Oui. Tu es d'accord ? Parce qu'on est d'accord que le porno, c'est interdit à moins de 18 ans. Je suis d'accord, mais je te parle d'un principe de réalité. Non, mais est-ce que tu es d'accord là-dessus ? Oui, bien sûr. Bon, donc ça veut dire que les adultes ne font pas leur boulot. Oui. Ok. Quand tu demandes aux enfants de se protéger des abus sexuels que font le grand-père, l'oncle, l'entraîneur sportif, etc., c'est parce que les adultes ne sont pas foutus de les mettre en prison quand même. Parce que s'ils étaient en prison tout de suite, 100%, il y aurait beaucoup moins qui feraient ça. Parce qu'ils auraient peur un peu. Mais ils n'ont pas peur. Hein. Bon. Moi, je pense qu'il faut être très vigilant quand on demande aux enfants de porter sur eux la responsabilité des manquements des adultes. Je veux dire, rien que ça, pour moi, c'est un enjeu anthropologique majeur. Ça veut dire qu'on a échoué en tant qu'adulte. Ça veut dire qu'on est en dessous de tout. Dire à un enfant, écoute, je vais essayer de te protéger du porno, parce que moi, je n'ai pas été capable de faire que tu n'en vois pas, c'est la déchéance pour moi la plus grave qui soit. Parce que ça veut dire que tu dis, parce que moi, je n'ai pas été capable de te protéger de quelque chose qui fait du pognon, parce que ça fait du pognon. Hein. Donc, en fait, c'est un peu le pognon qui est plus important que toi, en fait. Donc, puisque je ne suis pas foutue de te protéger de trucs qui vont te massacrer, les ravages du porno, on les connaît, les statistiques, on les a tous. Hein. En plus que ça va te ravager, je vais en plus te faire des cours pour te demander que tu te protèges tout seul. Parce que franchement, moi, je... Non, là, on est en train de parler du cadre de l'école. Et donc, j'estime que c'est quand même aux parents plutôt de protéger les enfants de l'exposition au porno. Absolument. Et donc, il y a l'État, parce que normalement, c'est interdit. Parce qu'il y a une loi, tu vois. On revient toujours à la même chose. Si tu as une loi, tu l'appliques, sinon tu l'enlèves. La loi, c'est interdit. Mais en attendant, il y a ce principe de réalité qui est que les enfants, ils sont exposés. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Alors, là-dessus, j'ai plusieurs réponses parce que, vous comprenez, j'aimerais être plus rapide, mais le problème, c'est que les sujets sont complexes. Ouais. Première réponse, principe psycho-affectif, du développement affectif de l'enfant de base, un truc que tous les parents devraient utiliser, tous les profs devraient utiliser. Tu ne devances jamais, jamais, au grand jamais, la question d'un enfant. Jamais. C'est grave, c'est dangereux pour l'enfant. Donc à partir de ce moment-là, celui qui n'en a pas vu, qui n'a rien demandé, ça serait quand même un comble. Bien sûr. OK, qui prennent pour les autres. Les derniers chiffres là, c'était, je crois, effectivement, la première, c'est parfois 9 ans, etc. Mais enfin, très récemment, il y a eu des études qui montraient que c'était, je crois, 60% des enfants qu'on avait vus avant 14 ans ou 12 ans, je ne sais plus. Ça fait quand même 40% qui, avant 12 ans, n'ont pas vu. Et je pense que si on nous a donné des chiffres de 60%, 12-14 ans, c'est quand c'est plus bas, c'est quand même beaucoup moins. Ça veut dire que tu as au moins 50% de la classe qu'on n'a pas vu. Bon, juste pour rétablir un peu le truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend de ça ? C'est-à-dire que on ne peut pas enlever ce que les enfants ont vu. Un enfant qui a vu du porno, tu ne peux pas lui enlever. Je veux dire, c'est une empreinte psychique
durable. C'est foutu, en fait. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. L'enfant qu'on a vu, il faut qu'il soit pris en charge. Vraiment. Pour l'aider à réparer cette trace mnésique. D'accord ? Donc, tous les spécialistes des méfaits du porno sur les enfants sont catégoriques. Donc, on ne pourra pas le réparer. Après, là encore, est-ce qu'il s'agit de dire « attention, ne regardez plus » ou à ceux qu'on a déjà regardé, ou surtout ne regardez pas à ceux qui n'ont pas regardé. Ou peut-être expliquer aussi ce qu'on voit. Alors, si tu me permets, je réponds. Bon, vous êtes jeune, vous avez été il n'y a pas très longtemps enfant, et je sens que vous avez une âme d'enfant, comme moi encore. Quand on te dit, à 9-10 ans, surtout, va pas voir. Tu vas voir. Bon, voilà. Pour ceux qui ont vu, le mécanisme addictif est redoutable du porno. D'un point de vue, là encore, des neurosciences. C'est-à-dire que c'est nouveau tout de suite, excitant, et le corps est engagé. Les 3 principes d'apprentissage de l'addiction. Le mécanisme mnésique et neurobiologique qui est procuré par le porno est à peu près équivalent au processus du crack. Donc si tu y vas, soit tu es dégoûté de la sexualité, tu ne peux pas en parler, et là, tu as une conséquence traumatique à ce que tu as vu, dégoût, rejet, etc., soit tu y retournes avec le risque, effectivement, d'engager une addiction. Okay. Et tu as besoin de ta dose plus forte toujours. Donc, plus trash, plus violent, plus... Okay. Ça, c'est pareil. Quelque part, on sait aujourd'hui, puisqu'on a des travaux de très grande qualité sur comment ça se passe, comment ça évolue, etc. Le seul moyen de protéger les enfants, on va être très clair, c'est de l'interdire. Je veux dire, il n'y en a pas d'autre. C'est le seul moyen. Après, il faut les prendre en charge. Ensuite, leur montrer. Qu'est-ce que tu veux leur montrer ? Puisque tu ne peux pas montrer des pratiques sexuelles à des enfants dans un cadre scolaire. Parce que tu vas générer quoi ? 1, tu vas devancer les questions de certains. 2, tu vas créer une excitation chez les autres. Ce n'est pas le rôle de l'école. L'école a de fait un rôle de par-excitation. Qu'est-ce que tu peux faire d'une excitation générée face à des contenus sexuels dans un cadre scolaire ? On s'attend quoi ? Quand tu montres, tu l'as dit toi-même, je veux dire, et tu avais 9-10 ans, t'imagines bien qu'avec des élèves de 12, 13, 14 ans qui sont passés à la puberté, donc dont le taux d'excitation, il est pleine balle, je veux dire, tu leur montres des scènes à caractère sexuel, et je veux dire, on s'attend à quoi ? Parce que c'est pareil, moi, ça me paraît quand même... Tout ça me paraît quand même très hypocrite. Évidemment que des enfants vont être excités, évidemment. Et évidemment que leur intention, ça sera de sortir se masturber parce que c'est normal, parce que c'est physiologique. Donc, à un moment, on se doit, dans un monde où, effectivement, on n'est plus très nombreux à avoir une pensée à peu près rationnelle, de se dire comment on peut faire, dans la situation qu'est celle-ci, pour prévenir des violences sexuelles pour les petits et ensuite pour les plus grands, et informer sur la sexualité de la bonne manière, au bon âge, sans faire entrer du registre sexuel. Moi, disons que je trouve que... Je finis juste. Ouais. Là, je te parle collectivement, parce qu'on est dans la logique du groupe classe. Parce que s'il y a des programmes, ça veut dire que c'est un enseignement, ça veut dire que c'est obligatoire, ça veut dire que c'est une classe avec un intervenant. Mais nous, ce qu'on recommande, si tu veux, c'est des personnels formés, des référents à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont présentés chaque début d'année à la classe. Qui on peut parler. Voilà, avec un lieu. Et où les jeunes savent, alors les enfants, là par contre c'est dès la maternelle, dès la petite classe, voilà, ils savent qu'il y a cet espace, etc. Et les enfants savent, dès par contre le CM1, CM2, que pour certains, il y a des interrogations sur la puberté, et que, parce que d'autres n'en sont pas encore là, eh bien, ils peuvent demander d'avoir des séances, soit tout seul, soit en groupe. Voilà. Nous, c'est notre recommandation. C'est-à-dire, tu vois, toi, par exemple, tu te poses des questions vers 9-10 ans. Bon, après, tu n'as plus voulu, mais tu aurais pu avoir des camarades de classe que ça intéressait. Tu vois, elles auraient pu dire à des copines, ah, viens avec moi, etc. Et à 2 à 3, vouloir y aller. Eh bien, ça doit être possible. Parce que là, tu aurais un personnel
qui sera répondre aux questions des enfants. Dans le temps, Voilà, des enfants. en fonction de l'âge, sans être sur du registre de la sexualité, en leur disant parfois, bah non, c'est trop tôt, tu sauras plus tard, il faut que tu attendes, c'est important que tu attendes, et peut-être en embrayant sur un autre thème, celui de la relation, celui de ce qui t'inquiète, etc., tu vois. Donc, et ça doit être fait de manière plus individuelle, plus adaptée par rapport à l'âge et par rapport aux demandes. Voilà. Ouais, j'entends. Moi, juste vis-à-vis du porno, je pense... bon, moi, j'ai écrit tout un livre qui s'appelle Mal baisé, qui traite du mécontentement des femmes dans la sexualité. Il y a toute une partie, justement, sur l'éducation sexuelle à la fin, où bon, j'ai un peu changé d'avis, mais bon, moi, j'étais plutôt favorable à une forme d'éducation sexuelle assez tôt à l'école. Et je me rappelle d'un programme, alors je ne me rappelle plus si c'est à Portland aux États-Unis ou je ne sais quelle ville des États-Unis assez progressiste, qui faisait un programme aux adolescents, peut-être 15-16 ans, qui pour moi je le trouvais pertinent. C'est-à-dire que on peut dire qu'à 15-16 ans, on est déjà à peu près, je pense qu'on est à 98% déjà tous tombés sur un porno. Et du coup, ce programme expliquait à ces ados qu'on était dans le registre du film. Voilà, concrètement. Donc, on filme, il y a des rôles, madame fait semblant, et moi, ça, quelque part, en tant qu'adolescente, je crois que j'en aurais eu besoin. Parce que je pense qu'en tant qu'adolescente, on peut essayer de mimer ces scènes, penser que on a les mêmes capacités qu'une actrice, hein, ce qui n'est souvent pas le cas, ou que l'acteur aussi a certaines capacités que tous les hommes n'ont pas. Et donc, par conséquent, moi, ce programme-là, justement, dans mon livre, j'en avais parlé plutôt de façon bénéfique, en disant, ouais, en fait, ce serait pas mal, parce que je me rappelle, je parle un peu de ma vie personnelle, mais allons-y, je me rappelle d'un ami à moi, de mon meilleur ami de mon adolescence, qui avait 15-16 ans, qui était littéralement obsessionnel du porno. Enfin, le gars regardait du porno midi, matin et soir. Et il en était au stade de comparer son engin avec l'engin de Rocco Siffredi. Hein. Et donc, on était sur un mal-être assez puissant de la part de ce jeune adolescent qui était prêt à acheter des pompes sur Internet et tout un tas de trucs pour élargir l'engin. Bon, moi, j'estime que là, lui remettre la tête au carré à cet âge-là, alors, je ne sais pas si c'est le rôle de l'école ou pas, mais quelque part, ça aurait été bien qu'un adulte intervienne, parce qu'aussi, à cet âge-là, moi, c'est pas possible d'aller parler de ça à ses parents. Parce que, déjà, on sait qu'on n'est pas censé en regarder, déjà, premièrement. Et en plus de ça, parler de ça, mais c'est impossible. Donc, effectivement, un référent à l'école, ça paraît bien. Mais disons, sur ces âges un peu tardifs, où on sait que, de toute façon, Pornhub est disponible en un clic, etc., moi, ça me semble pas absurde. Alors, il y a plein de choses. Alors d'abord, je trouve ça bien, et d'ailleurs, vraiment, comme Marguerite, vous avez cette intelligence rare, hein, de pouvoir reconnaître que peut-être... Non, mais si, c'est vrai, si, je le dis, tu sais très bien que je vous aime beaucoup, je vous estime beaucoup. J'avais déjà dit à Dora que je trouvais que c'était une femme extraordinaire. On a de la chance d'avoir des jeunes féministes aussi. Vraiment, la France a de la chance, vraiment, de vous avoir. Je pense sincèrement. C'est que de toute façon, je ne dis pas je dis que ce que je pense. Donc, voilà. Non, mais c'est bien de reconnaître que peut-être, voilà, tu ferais différemment aujourd'hui, tu écrirais différemment aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque, tu n'as pas pensé, comme beaucoup d'ailleurs. Hein. Moi, on pense pas mal. Oui, puis bon, moi, si tu veux, je veux dire, avant de rentrer dans ce sujet, je veux dire, c'est pour ça que je dis, je suis porte-parole de spécialiste de la clinique de l'enfant. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, j'étais peut-être moins rigide sur certaines choses que les positions qu'on prend aujourd'hui, eu égard à ce que j'ai appris grâce à eux de la clinique de l'enfant, si tu veux. Et c'est ça qui nous oblige, c'est pas autre chose. Donc, dans ce que tu dis, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose que tu dis, c'est est-ce qu'on peut en parler sans parler de sexualité et de pratiques sexuelles? Là, on est d'accord. Moi, je ne te dis pas qu'on n'en parle pas. Je te dis qu'on n'en parle pas en expliquant les pratiques sexuelles. C'est ça notre sujet, nous. Okay, on ne parle pas de pratiques sexuelles dans le cadre scolaire parce que ça excite les enfants, évidemment. Voilà. Donc, et ce n'est pas le lieu de l'école, qui est justement une position de par excitation. Par contre, parler du porno
à partir de la 4e pour expliquer que, eh bien, on sait qu'il y en a qu'on a déjà regardé, on sait qu'il y en a qui auront envie de regarder, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est du cinéma, que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, et puis même donner des informations importantes, c'est-à-dire que l'augmentation des violences sexuelles sur les femmes dans les pratiques sexuelles augmente au fur et à mesure de l'augmentation de quand on regarde du porno, que les filles qui regardent du porno ont 4 fois plus de risques d'accepter des pratiques violentes sur elles-mêmes, que 17% des jeunes ont soit giflé ou étouffé leur partenaire parce que ça, c'est des pratiques du porno, et que ça, c'est de la violence, c'est pas de la sexualité. C'est-à-dire faire un cours sur ce qu'est la sexualité, c'est-à-dire la relation à l'autre, dans une relation intime, consentie de 2 personnes sexuellement fonctionnelles, c'est ça la sexualité, ce n'est pas de la violence. Quand tu as un acte de violence sur une personne, c'est plus de la sexualité, c'est de la violence. C'est ça qu'on doit apprendre aux enfants, aux ados, à partir de la 4e et de la 3e. Attention, vous allez peut-être regarder du porno, c'est interdit, mais vous allez peut-être en voir. Et il y a une vigilance importante, c'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Voilà. Et rien que de travailler sur ce qu'est la sexualité, ce qu'est la violence, pourquoi la sexualité c'est de la relation et la violence c'est de la destruction. Tu vois, ces notions-là, qu'est-ce que c'est que de la violence faite aux femmes dans une relation amoureuse sexuelle? Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sexualité, il n'y a que de la violence. La violence c'est l'anti-relation, c'est la destruction, c'est la domination. Je veux dire, celui qui tape sa femme, je veux dire, il la domine. Il n'y a pas de relation, il la détruit. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Et ça, c'est des choses importantes, si tu veux. C'est des choses que vous vous êtes battus, vous. Enfin, voilà. Bon, quand t'es mère, moi je suis mère, je veux dire, mes enfants ont été élevés en sachant que jamais de violence. Je veux dire, ma fille, il y a 18 ans, je veux dire, je lui ai toujours dit, mais il n'y aura jamais un seul premier mauvais coup. Premier coup, tu dégages. Parce que premier coup, il y en aura un autre. C'est que on n'est pas dans la relation, dans la violence. Tu t'en vas, quoi qu'il arrive. Sophie, est-ce que toi, tu te considères conservatrice ou féministe, ou tu te places où par toi-même? Alors, j'ai horreur qu'on mette des cases aux gens, je trouve ça débile. Je dirais que selon Hannah Arendt, si être conservateur, c'est vouloir la continuité du monde, je veux bien être conservatrice. Voilà. Si c'est en détend certains, moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Féministe, je ne l'étais pas avant. Parce que, comme je disais, je suis née en 70. Ma mère est évidemment la génération des féministes. Moi, ma génération, on était un peu tout cru. Hein. Enfin, on a eu tout cru. Voilà, elles avaient fait le boulot avant nous. Je le suis redevenue récemment, notamment grâce à vous. Je pense qu'il faut... je pense que nous, les femmes, il faut qu'on soit féministes aujourd'hui. Il faut qu'on dise qu'on peut être une femme forte, que les femmes sont toutes belles, qu'elles ont un pouvoir immense et qu'elles ne sont pas des victimes. Sophie, merci pour cet entretien. Nous rappelons aux personnes qui regardent qu'elles peuvent se procurer votre livre Éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question, coécrit avec Maurice Berger aux éditions Artege. Et les gens peuvent aussi aller soutenir les actions de l'association SOS Éducation sur leur site internet. Merci les filles. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu qu'on produit vous plaît. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous. Partagez cette vidéo autour de vous, likez-la et surtout, par-dessus tout, abonnez-vous à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous nous soutiendrez, plus on pourra en fait continuer à produire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui va ensemble, main dans la main. Donc s'il vous plaît, faites cet effort-là, ça changera tout pour nous. On compte sur vous et puis si vous avez envie, vous pouvez en plus de ça nous faire un don. Les infos sont sous la vidéo. Merci et puis surtout à bientôt.